Bonjour et bienvenue sur Sobre Crête. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau cycle. On commence l'explication du nouvel esprit scientifique de Bachelard. C'est un livre charnière publié en 1934 qui essaye de penser ce que devient la raison à l'âge de la relativité, des géométries non euclidiennes et de la mécanique quantique. Dit très simplement, Bachelard se demande ce qui arrive à notre manière de raisonner quand la science moderne devient bizarre, contre-intuitive et ne ressemble plus au bon sens du quotidien. Autrement dit, que se passe-t-il quand la science moderne oblige la philosophie à se réformer elle-même? Quand les résultats de la physique sont tellement déroutants qu'on ne peut plus penser le monde avec les vieux schémas canoniques. Dans cet épisode, on va parcourir l'introduction et les 2 premiers chapitres du livre. Bachelard y installe d'abord l'idée que la science ne vit pas seulement d'une seule métaphysique, mais d'un duel permanent entre rationalisme et réalisme, et que c'est cette tension qui se rejoue tout le temps et partout, dans la manière de construire les expériences, dans le statut de la substance, dans le rôle de la technique. Par rationalisme, il faut attendre l'idée de la raison, les mathématiques, les concepts qui construisent le monde. On part d'idées claires, d'équations, et on organise le réel à partir de là. Par réalisme, il faut entendre au contraire l'idée que le monde existe indépendamment de nous, qu'il résiste et que la pensée doit se plier aux faits et aux expériences. Ensuite, Bachelard prend 2 terrains privilégiés pour montrer que ce nouvel esprit est à l'œuvre, d'une part dans la géométrie, avec les naissances des géométries non euclidiennes et la notion de groupe, et d'autre part la mécanique, avec le basculement de Newton à Einstein, et la mathématisation du possible en relativité et en mécanique quantique. Bachelard commence par une thèse décisive. Un esprit vraiment scientifique ne vit pas sous l'empire d'une seule métaphysique, mais de 2, à la fois naturel, tenace et contradictoire, le rationalisme et le réalisme. Par métaphysique, il faut comprendre ici une sorte de grand cadrage implicite, la manière générale dont on imagine le lien entre la pensée et le monde, ce que l'on suppose sur ce qu'est la réalité, mais avant de faire de la science. Le savant, même s'il proclame une option théorique, vit en pratique cette double appartenance. Le rationaliste le plus ferme se laisse chaque jour corriger par un réel qui résiste à ses constructions, tandis que le réaliste le plus obstiné simplifie sans cesse les phénomènes, les idéalise comme s'il admettait implicitement des principes rationnels. Autrement dit, même le physicien très empirique finit par utiliser des modèles, des schémas, des formules qui vont au-delà de ce qu'on voit directement. Il n'y a donc ni réalisme pur, ni rationalisme pur. La science se développe dans cette tension dialectique entre les 2 pôles. Dialectique signifie ici un jeu de va-et-vient, de corrections mutuelles, où 2 propositions opposées ne s'annulent pas, mais se stimulent et se transforment. Dès lors, ce ne sont plus de grandes options philosophiques préalables qui doivent juger la science, mais c'est la science elle-même, dans ses progrès et ses rectifications, qui doit transformer nos métaphysiques spontanées. La géométrie en donne un exemple spectaculaire. La remise en cause des jugements a priori avec les géométries non euclidiennes oblige à reconstruire le rationalisme lui-même. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie du lycée, avec ses droites parallèles, ses triangles et ses angles. Les géométries non euclidiennes sont des géométries où certains postulats d'Euclide, par exemple celui sur les parallèles, sont modifiés, tout en restant logiques et cohérentes. Les métaphysiques naïves, qu'elles soient réalistes ou rationalistes, doivent donc devenir des métaphysiques discursives, corrigées par l'histoire des sciences. La science apparaît ainsi comme fondamentalement ambiguë. Elle est à la fois produit de l'esprit, puisqu'elle est rationnelle, calculée, construite, et adaptation aussi au monde extérieur, puisqu'elle se plie aux faits et aux résistances. La preuve scientifique vaut donc à la fois par l'expérience et par le raisonnement. Cette impureté métaphysique est le premier fait à reconnaître. Une théorie n'est convaincante que parce qu'elle fonctionne dans les expériences et parce qu'elle est bien construite mathématiquement. On ne peut pas isoler l'un de l'autre. Dans cette situation nouvelle, la théorie précède l'expérience. La nécessité d'une expérience est vue par la théorie avant d'être constatée par l'observation. On écrit d'abord des équations qui suggèrent qu'un certain effet doit exister, puis on fabrique l'expérience pour aller la vérifier. L'expérience n'est plus une curiosité isolée, elle est construite pour répondre à une exigence de la pensée. Le physicien doit donc épurer le phénomène, le styliser pour dégager ce que Bachelard appelle un noumen organique, c'est-à-dire une structure intelligible derrière la complexité confuse du réel brut. Le phénomène est ce qui apparaît, ce que l'on observe. Le noumen chez Bachelard désigne plutôt la structure cachée, l'organisation conceptuelle qui explique les phénomènes, par exemple le modèle atomique qui rend intelligibles certaines réactions chimiques visibles.
Ce travail rejoint ce que Goblet appelait le raisonnement par construction en mathématiques. Dans la physique moderne, on construit des situations expérimentales, comme on construit des objets mathématiques. Au lieu de simplement regarder le monde, on invente par exemple un accélérateur de particules, un microscope électronique, un montage de diffraction. L'expérience est alors un objet de pensée, et non plus une simple observation brute. De ce fait, la vieille doctrine de l'hypothèse de travail perd sa pertinence. Lorsqu'une hypothèse est solidement enracinée dans un réseau d'expériences, elle n'est plus seulement un essai provisoire, elle devient aussi réelle que les faits qui la soutiennent. Une hypothèse de travail au sens ancien signifiait on suppose ceci, on verra bien. Mais chez Bachelard, l'hypothèse moderne est incarnée dans des instruments, des protocoles et des mesures. Elle n'est plus flottante, elle est intégrée dans toute une pratique de laboratoire, réalisée dans les montages et les procédures. Le temps des hypothèses flottantes et des expériences isolées est révolu. L'hypothèse moderne est déjà une synthèse. Elle est intégrée dans un système où rationalisme et réalisme se répondent. Cette possibilité pour la pensée scientifique de jouer entre deux termes opposés, euclidien, non euclidien, continu, discontinu, matière et rayonnement, ouvre une réserve quasi inépuisable de renouvellement. Chaque fois qu'un couple de notions contraires est mis au travail, la pensée gagne un bord nouveau, une ère de rénovation possible. La géométrie non euclidienne illustre ce mouvement. Elle n'est pas faite pour détruire Euclide, mais pour l'achever dans une sorte de pangéométrie, c'est-à-dire une géométrie générale qui englobe plusieurs géométries particulières, euclidienne, hyperbolique, elliptique, etc., comme des cas particuliers. En se constituant en bordure de la géométrie euclidienne, la géométrie non euclidienne dessine du dehors les limites de la pensée ancienne et permet de ressaisir Euclide comme un cas particulier dans un ensemble plus vaste. Chaque forme nouvelle de pensée scientifique projette ainsi une lumière récurrente sur les anciennes connaissances, révélant leurs lacunes et leurs simplifications. La nouveauté n'est plus seulement la découverte d'un fait, mais surtout la nouveauté d'une méthode, d'un point de vue. Le nouvel esprit scientifique désigne alors justement une raison qui s'agrandit en se corrigeant elle-même, en intégrant des points de vue incompatibles dans un cadre plus large. Dans ce contexte, le vieux schème phénomène-noumen se trouve profondément réinterprété. Il n'y a plus d'un côté un phénomène accessible et de l'autre, très loin, un noumen inatteignable. La science ne cesse de réaliser des structures nouménales dans des dispositifs concrets. La phénoménologie scientifique devient une phénoménotechnique. Elle s'instruit par ce qu'elle construit. Ce terme est central chez Bachelard. Il signifie que la science ne se contente pas de regarder des phénomènes déjà donnés. Elle les fabrique par la technique. Laser, chambre à bulles, accélérateur de particules, microscope électrique. Et elle apprend à partir de ce qu'elle construit. C'est là que se ouvre le dilemme de Renouvier sur la substance. Le dilemme de Renouvier dit « Faut-il la concevoir comme un simple sujet logique de prédicat ou comme un être en soi inconnaissable ?» La substance, au sens classique, c'est ce à quoi l'on attribue des propriétés. La chose derrière les qualités telles que dure, lourde, conductrice. La science introduit un troisième terme, la substance comme réalisation technique d'une fonction. Par exemple, un simple mot comme groupe carbonyle, noyau ou électron devient une véritable substance dès lors que ses qualités se trouvent unifiées par un rôle fonctionnel dans un dispositif théorique et expérimental. Par exemple, un électron, ce n'est pas une petite bille qu'on verrait directement. C'est ce qui joue un certain rôle dans les équations et dans les expériences, en produisant des déviations dans un champ magnétique, des traces dans une chambre à bulles, et ainsi de suite. La dialectique entre logique, technique et fonction prendra alors la place de la spéculation métaphysique abstraite. Elle éclaire le processus concret par lequel l'esprit construit des objets réels à partir de schémas rationnels matérialisés. Bachelard précise également que son projet n'est pas de reconstruire une unité de la science figée, mais au contraire de saisir la pensée scientifique comme contemporaine dans sa dynamique dialectique. L'histoire des sciences, comme la psychologie du savant, montre une série de balancements entre atomisme et énergétique, entre réalisme et positivisme, entre continu et discontinu. L'atomisme consiste à expliquer le monde par des petites unités, atomes, particules, alors que l'énergétique privilégie au contraire les notions d'énergie, de champ de continuité. Sur chaque problème, deux plans se croisent en permanence. Le plan empirique, celui des faits, des montages et des mesures, et le plan théorique,
celui des schèmes, des équations et des concepts. La réalité scientifique apparaît alors comme un point de rencontre entre ces deux plans. Lorsque l'on purifie un corps en chimie, on précise en même temps sa fonction. Lorsqu'on raffine une mesure, on reformule la grandeur mesurée. Toute synthèse métaphysique globale ne fournit au fond que des compromis. Elle ne parvient pas à effacer le dualisme inscrit dans l'histoire réelle de la science et dans la formation de l'esprit scientifique. De là vient l'idée d'une pédagogie de l'ambiguïté. Il faut apprendre à accepter qu'un même être, un électron par exemple, porte des caractères complémentaires sans que cela traduise une contradiction insurmontable. Un exemple classique est celui de la lumière, à la fois onde et corpuscule selon les expériences. Ce n'est pas une absurdité, mais une complémentarité. Il ne s'agit donc pas de cultiver une métaphysique brutale du contradictoire, mais de fonder une ontologie du complémentaire, c'est-à-dire une manière de décrire l'être ajusté aux ambiguïtés constitutives de la science moderne. L'ontologie ici désigne le discours sur ce qui existe, sur la manière d'être du réel, et Bachelard veut une ontologie capable de surmonter ces complémentarités. Bachelard annonce qu'il ne cherche pas à établir une nouvelle métaphysique de la physique, mais plutôt à montrer comment les philosophies usuelles, réalisme, rationalisme ou cartésianisme, s'assouplissent au contact de la réalité de laboratoire. Pour le savant, l'être n'est jamais saisi d'un seul bloc, ni par la seule expérience, ni par la seule raison. L'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion critique sur la connaissance scientifique, et la manière dont la science se construit, doit rendre compte d'une synthèse mobile entre ces deux sources. En confrontant sans cesse les exemples de la physique des XVIIIe et XIXe siècles à ceux de la physique du XXe siècle, Bachelard veut faire apparaître l'incontestable nouveauté du nouvel esprit scientifique, aussi bien dans le détail des concepts que dans la structure générale du savoir. Commençons donc le premier chapitre du nouvel esprit scientifique, où Bachelard choisit premièrement la géométrie comme terrain privilégié pour observer la division et la synthèse de la pensée scientifique. Il se donne alors deux tâches. La première consiste à montrer comment le non-euclidisme ouvre le rationalisme, en brisant l'illusion d'une raison close enfermée dans les axiomes d'Euclide. La seconde consiste à montrer comment il est possible de rassembler les différentes géométries grâce à des thèmes de correspondance et surtout grâce à la notion de groupe. La notion de groupe ici joue un rôle central. En mathématiques, un groupe est un ensemble de transformations, par exemple tous les déplacements possibles sur un plan. Une géométrie peut donc être caractérisée par le groupe de transformations qui laisse inchangées certaines propriétés, comme les distances ou les angles. Ces groupes interviennent aussi en mécanique et en physique, par exemple dans les symétries en physique des particules ou dans l'invariance de certaines équations quand on change de point de vue ou de référentiel. Dès que les géométries non euclidiennes sont utilisées dans la physique mathématique, la question épistémologique change. Il ne s'agit plus seulement de savoir si ces géométries sont logiquement possibles, mais de comprendre quel rôle elles jouent dans l'intelligibilité du monde physique. L'erreur philosophique de Poincaré, qui croyait qu'en cas de conflit expérimental on trouverait toujours l'Euclide intuitif, devient alors pour Bachelard le symptôme d'une transformation psychologique profonde imposée par le nouveau siècle scientifique. Poincaré pensait que si les expériences semblaient contredire Euclide, on préfère modifier les théories physiques plutôt que la géométrie elle-même. Alors qu'avec Einstein, on a vraiment été amené à changer de géométrie pour comprendre l'espace-temps. Pendant des siècles, la géométrie euclidienne a été considérée comme l'expression même de la raison. Le cinquième postulat sur les parallèles ne choquait pas par son contenu, mais par sa difficulté à le démontrer. Mais une nouvelle méthode s'est installée. Au lieu de chercher obstinément la preuve de ce postulat, on se demande ce qui se passerait si on le modifiait. On suppose par exemple qu'il passe par un point extérieur à une droite, non pas par une seule parallèle, mais plusieurs. C'est la géométrie hyperbolique. Ou bien qu'il n'en passe aucune. C'est ici la géométrie elliptique. Puis on explore les conséquences. La surprise, c'est qu'on obtient des géométries cohérentes, sans contradiction interne, qui peuvent même être illustrées par des modèles, comme les grands cercles d'une sphère ou des surfaces de courbure constantes. Cette démarche fait ressortir une nouvelle liberté mathématique. Ce qui rend compte n'est plus la nature de la droite, mais sa fonction dans un système de relations. La droite n'est plus un simple trait intuitif, mais une géodésique, c'est-à-dire un objet défini par un rôle dans un espace donné.
le chemin le plus rectiligne possible dans cet espace courbe. La simplicité devient alors relative. Peut-être que la droite euclidienne avec ses parallèles est déjà une droite trop riche, un cas composé dans une famille plus générale de droites possibles. Lobachevsky propose de prendre la proposition d'Euclide comme hypothèse, à réfuter par l'absurde. On suppose sa négation et on dérive tout un système géométrique. Mais ce système ne s'effondre pas, il tient, et la démonstration par l'absurde échoue. Le résultat paradoxal, c'est que ce n'est pas l'anti-Euclide qui est contradictoire, mais l'idée même qu'Euclide occupe une place exclusive. La géométrie euclidienne n'est validée ni comme seule forme possible de la raison, ni comme structure unique de l'espace réel. Dès lors, un psychologue de l'esprit scientifique doit vivre ce dédoublement de la personnalité géométrique. Il doit accepter d'être à la fois euclidien et non euclidien. Pour Bachelard, la seule base acceptable d'un réalisme mathématique n'est plus l'intuition d'une forme privilégiée, mais la cohérence d'un système de relations. L'algèbre joue ici un rôle décisif. En ne conservant que les relations, elle décolore les objets comme les points, les droites, les plans, qui sont réduits à des lettres, des variables, des symboles. L'axiomatique de Hilbert pousse cette abstraction à son comble, au point que l'on pourrait remplacer les mots point, droite, plan par table, chaise, verre, sans que le système cesse d'être logique. L'axiomatique, c'est la manière de bâtir une théorie en partant d'axiomes, des propositions de base posées d'emblée et en dérivant tout le reste par pure logique. Pris un par un, les axiomes sont contingents. On pourrait toujours les inverser ou les modifier, mais lorsqu'un ensemble de relations forme un système cohérent qui de plus s'appelle des compléments, de nouvelles propositions naturelles, il suscite un véritable sentiment de réalité. On presse alors qu'il y a plus dans la structure globale que dans les données initiales. Depuis Hilbert, les mathématiques se vivent comme un jeu à deux mains. D'un côté, il y a une écriture formelle, conventionnelle, et de l'autre, un effort créateur qui fait émerger un sens global, qui parle à la raison et qui peut s'objectiver. Sous l'axiomatique géométrique, on découvre une couche plus profonde, l'idée de groupe. Une géométrie est définie par le groupe de transformations qui laisse invariants certains rapports, comme les distances ou les angles. En géométrie euclidienne, le groupe des déplacements fonde l'égalité des figures par superposition. On dit que deux figures sont égales parce qu'on peut superposer l'une à l'autre par un déplacement. L'être mathématique n'est plus alors une substance mais un invariant d'un groupe de transformations. Un invariant, c'est ce qui ne change pas quand on applique des transformations du groupe. Par exemple, la distance entre deux points ne change pas lorsqu'on déplace ou qu'on fait tourner une figure. La géométrie euclidienne perd alors son privilège naturel. Elle apparaît comme liée à un groupe relativement pauvre, celui du simple groupe des déplacements, adapté à une expérience grossière des solides à notre échelle, mais inadapté à la microphysique et à la relativité. L'erreur de Poincaré qui pensait qu'on modifierait la physique plutôt que la géométrie en cas de conflit révèle l'attachement à des habitudes formées devant les solides, les mesures, à la règle, les angles pris au rapporteur. Plus largement, le choix d'une mathématique initiale engage deux plans de rationalité et oriente déjà la construction de l'expérience. L'expérimentation dépend d'une construction intellectuelle préalable. Le tableau des expériences possibles coïncide en réalité avec le tableau des axiomatiques disponibles. Choisir un cadre mathématique, c'est déjà décider quel type d'expériences seront pensables et interprétables. Si l'on invoque des raisons de commodité, on peut même dire que pour la microphysique, la géométrie non euclidienne est parfois plus simple, plus claire, plus économique que la géométrie euclidienne. Le débat se joue cependant surtout sur la valeur abstraite des systèmes. Il ne s'agit pas de deux langues interchangeables, ni de deux images possibles de l'espace, mais de deux plans de rationalité, de deux méthodes de recherche. Le guide de la pensée théorique devient alors le groupe. Autour de n'importe quel groupe mathématique, on peut en principe coordonner une expérience. Cela donne une mesure de la puissance réalisante de l'idée mathématique. Accéder à la culture physico-mathématique, c'est revivre la naissance des géométries non euclidiennes, qui fut la grande première diversification des axiomatiques. On en vient donc au deuxième chapitre du nouvel esprit scientifique, avec la mécanique non newtonienne. Le passage de Newton à Einstein ne doit pas être interprété comme un simple perfectionnement progressif. La mécanique newtonienne formait déjà un système achevé capable, par des corrections internes, d'absorber les anomalies, y compris celle de l'avance du périhélie de Mercure.
Vu du laboratoire classique, il n'y avait aucun besoin empirique urgent de changer de cadre. Pour Bachelard, la relativité représente donc une rupture analogue à celle du non-euclidien en géométrie. On quitte un système rassurant sans y être contraint par une avalanche de faits rebelles. Le passage à Einstein relève d'une induction transcendante, c'est-à-dire d'un saut théorique qui organise après coup les phénomènes de manière nouvelle. Au lieu d'ajuster un peu la théorie, on change de cadre conceptuel d'un coup en réinterprétant l'ensemble des phénomènes dans un nouvel espace théorique, un peu comme si l'on passait des cartes plates au globe terrestre pour comprendre la géographie. Une fois le saut accompli, on peut retrouver Newton comme cas limite, en simplifiant les équations d'Einstein. On obtient les lois newtoniennes comme la géométrie euclidienne apparaît comme un cas particulier d'une géométrie plus générale. La mécanique newtonienne est alors enveloppée par une pensée plus vaste, qui la juge et la situe. Relativité et mécanique quantique ont en commun de remettre en cause des notions qu'on croyait primitives, comme la simultanéité, le temps absolu ou encore la localisation. Einstein cesse de demander ce qu'est en soi la simultanéité. Il se demande plutôt comment on la démontre, quels signaux et quels protocoles permettent de décider que deux des événements sont simultanés. On découvre alors que la simultanéité n'est pas une intuition immédiate, mais une notion opératoire définie par un ensemble de procédures, un système d'horloge, de signaux lumineux, un système de référence précis. Heisenberg pousse la même exigence sur d'autres concepts. On n'a plus le droit de parler de la position d'un électron sans expliciter l'expérience par laquelle on mesure, et sans tenir compte du fait que cette expérience modifie l'état de la particule. Un concept n'est plus une essence isolée, il devient un couple formé par le concept lui-même et la méthode de mesure correspondante. Son sens dépend des limitations introduites par la précision de l'appareil. C'est ce que Bachelard appelle un doublement expérimental des notions rationnelles. Chaque concept de base se scinde, se charge de conditions opératoires et perd sa fausse simplicité. La physique classique, par exemple, pensait la masse comme une donnée simple, une quantité de matière, mesurable par la résistance au mouvement ou au choc. La relativité vient briser cette unité apparente. D'une part, la masse devient fonction de la vitesse, d'autre part, la façon dont cette dépendance se formule diffère selon que l'on part de la définition newtonienne ou non. Cette définition ne coïncide qu'en première approximation. Plus encore, au sein même de la masse newtonienne, la relativité distingue une masse longitudinale et une masse transversale. On peut toujours, pour les besoins pratiques, revenir à l'idée d'une masse unique, mais ce retour suppose l'effacement de toutes ces structures fines. La mécanique classique apparaît alors comme une simplification volontaire d'une notion plus complexe. La physique moderne rectifie la mécanique classique jusque dans ses définitions, en complexifiant les concepts eux-mêmes, plutôt qu'en ajoutant des complications seulement au moment de l'application. La vitesse semble avoir davantage résisté à cette transformation. On la définit encore en apparence comme un simple rapport espace et temps. Pourtant, elle aussi change de statut. La relativité impose l'idée d'une vitesse limite, celle de la lumière, qui devient une hypothèse fondatrice inscrite dans les équations. Si un corps matériel atteignait cette vitesse, sa masse tendrait vers l'infini. Cette contradiction révèle l'absurdité de l'hypothèse classique d'une vitesse illimitée. Historiquement, déjà, la mécanique s'est réorganisée en corrigeant une mauvaise compréhension de la vitesse, comme on le voit dans le passage de la physique d'Aristote à celle de Galilée. De même aujourd'hui, la relativité oblige à revoir le rôle de la vitesse et montre qu'en modifiant un seul concept, on transforme l'ensemble du réseau conceptuel. Un concept a le plus de sens au moment où il change de sens. La mécanique d'Einstein englobe la mécanique de Newton, mais elle l'interprète et la juge depuis un niveau supérieur de rationalité. Enfin, Bachelard insiste sur le rôle créateur des mathématiques. Il serait illusoire de voir les mathématiques comme simple langage passif. Avec le calcul tensoriel en relativité, avec l'équation de Schrödinger ou les matrices de Heisenberg, en mécanique quantique, l'effort mathématique devient l'axe même de la découverte. Ces formalismes inventent de nouveaux schèmes pour penser le réel, un peu comme le microscope invente un monde nouveau pour la biologie en rendant visibles des structures auparavant insoupçonnées.
Ce formalisme n'est pourtant pas vide. Une écriture tensorielle condense un champ immense de possibilités expérimentales. La théorie devient ainsi un programme d'expériences possibles et non plus seulement un résumé d'expériences passées. Le réel apparaît comme un cas particulier d'un possible mathématiquement organisé. De ce point de vue, la mécanique non newtonienne n'est pas un prolongement continu de la mécanique classique. C'est une théorie qui l'enveloppe. Les anciennes lois y réapparaissent comme des cas locaux, comme des contractions d'un champ théorique plus vaste. La mathématique ouvre à l'avance les voies de l'expérience. La physique moderne, en mathématisant le possible, transforme notre manière même de définir le réel. Ainsi, nous avons vu avec cette première étude qu'un esprit scientifique moderne ne peut plus se contenter d'un réalisme naïf, ni d'un rationalisme abstrait. Il vit dans une dialectique permanente entre ces deux pôles, et cette dialectique se matérialise dans les instruments, les expériences construites et les schémas mathématiques. La science devient une phénoménotechnique, elle réalise ses propres concepts dans des montages techniques, et elle fabrique des substances qui sont des fonctions réalisées. Nous avons aussi vu comment deux domaines servent de laboratoire privilégié pour ce nouvel esprit. D'une part, la géométrie avec la multiplicité des géométries et le rôle central des groupes de transformation défait le privilège psychologique d'Euclide et montre que l'espace peut être pensé autrement que comme un simple plan naturel. D'autre part, la mécanique, avec la relativité et la mécanique quantique, oblige à redéfinir des notions qu'on croyait évidentes, la masse, la vitesse ou la simultanéité, et à reconnaître que le réel est désormais saisi à travers des structures mathématiques qui organisent le possible avant même d'enregistrer le fait. Merci d'avoir écouté Sobrecrate. A très vite pour la suite de notre exploration de Bachelard et au passage pour voir quelles sont aujourd'hui encore les évidences scientifiques que nous allons devoir apprendre à compliquer. Dans le prochain épisode, on plongera dans les grands dilemmes physico-mathématiques qui donnent sa matière vive au nouvel esprit scientifique. Les rapports entre matière et rayonnement, entre ondes et corpuscules, entre déterminisme et indéterminisme.